Bonjour à tous les loulous, j'espère que vous allez bien et que les vacances ont été bonnes parce que j'en... Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Je tourne une vidéo. Non, tu peux pas te pointer comme ça, comme une fleur. T'as vu comment t'es en retard? Bah... oui, je suis un peu en retard. Et... bah qu'est-ce qu'on fait quand on est en retard? Eh ben on va chercher un billet de retard. À la CPE, allez oust. Bonjour à tous les loulous, j'espère que vous allez bien et que la reprise s'est bien passée de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer une nouvelle séquence qui portera sur l'étude d'une pièce de théâtre. Pour rappel, je vous ai mis sur le MT le lien d'une captation de cette fameuse pièce de théâtre jouée par la compagnie Colette Roumanoff. Vous devez, comme premier travail de la séquence, regarder cette pièce de théâtre et remplir la fiche qui lui est associée. J'insiste vraiment sur ce travail parce que sans lui, vous ne comprendrez pas grand chose des vidéos qui suivront. Nous commençons donc aujourd'hui la séquence numéro 5, dont le titre est La peste soit de l'avarice et qui portera sur l'une des pièces de théâtre les plus connues et les plus drôles de Molière, à savoir L'Avare. Pour travailler cette séquence, je vous ai déposé sur le MT un document qui certes est assez long, mais qui sera votre seul et unique document pour toute la séquence, puisqu'il s'agit d'un livret composé de séances comme d'habitude et que vous aurez à remplir au fur et à mesure des vidéos. Au sujet de ce livret, sachez que l'introduction est à remplir en autonomie, en faisant vos propres recherches à l'aide d'un dictionnaire ou d'internet, et que les vidéos, les 3 vidéos que vous aurez, vous permettront de remplir les séances 1 à 5. Et c'est parti pour cette première vidéo d'étude sur L'Avare de Molière. Pour bien comprendre une œuvre, il est nécessaire d'en connaître le contexte. C'est pourquoi cette vidéo portera sur le contexte d'écriture de L'Avare, car celui-ci contient des informations importantes. L'Avare est une pièce de théâtre écrite par Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, et jouée pour la première fois en 1668 et publiée la même année. Cette pièce est donc jouée en plein milieu du XVIIe siècle, au théâtre du Palais Royal, un théâtre parisien qui existe toujours aujourd'hui et qui a été fondé en 1637 par le cardinal de Richelieu. Le XVIIe siècle est marqué par la figure de 2 rois, chacun régnant sur l'une des 2 moitiés du siècle et ayant tous les 2 contribué à centraliser le pouvoir royal. Ainsi, en littérature... Oui, non mais je sais ce que tu vas dire, oui, je vais expliquer. Je t'écoute. Au XVIIe siècle, la France est une monarchie, c'est-à-dire un pays sous la domination d'un roi. Depuis Hugues Capet au Xe siècle, les rois de France font partie de la dynastie des Capétiens, dynastie toujours au pouvoir en ce XVIIe siècle. Cette monarchie, puissante et crainte par ses voisins, va devenir le centre politique mais aussi culturel de l'Europe, en concurrence de ses voisins, les Habsbourg. Le XVIIe siècle s'ouvre sur la naissance et le règne de Louis XIII, fils de la reine Marie de Médicis et du roi... Ah oui, je sais. Oui... Louis XII. Raté. Henri IV. Le roi Louis XIII accède au trône alors qu'il n'a que 8 ans, et c'est sa mère, la reine Marie de Médicis, qui assure la régence jusqu'à sa majorité. Cependant, lorsque celui-ci est en âge de régner, sa mère refuse de lui rendre le pouvoir et l'écarte durant un temps. C'est un homme d'église influent qui va parvenir à travailler en lien avec la reine-mère et le roi pour gouverner la France. Cet homme, c'est le cardinal de Richelieu. Armand Jean du Plessis de Richelieu, c'est l'homme fort de Louis XIII. Né en 1585, créé cardinal en 1622 et mort en 1642, le cardinal de Richelieu dirige la politique française durant quasiment tout le règne de Louis XIII en lui donnant un but précis, renforcer la monarchie absolue. Le fils de Louis XIII, Louis XIV donc, poursuivra cette politique. Ah, Louis XIV je connais, c'est celui qu'on appelle le roi Soleil, non? Tout à fait, Louis XIV c'est la célébrité du XVIIe siècle. C'est simple, c'est le monarque français le plus connu. À cette époque, il est partout. Il est là, et là aussi, c'est vrai. Comme son père, il devient roi très jeune, à l'âge de 5 ans, et c'est sa mère, la reine Anne d'Autriche, qui assure la régence. Elle se fait elle aussi aider d'un cardinal, successeur de Richelieu, le cardinal Jules Mazarin, parrain de Louis XIV. C'est lui qui organisera le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Durant tout son règne, Louis XIV renforcera lui aussi le système de la monarchie absolue et centralisera l'État vers sa propre personne. Non mais ça fait 2 fois que tu emploies cette expression, la monarchie absolue. Mais en fait, c'est quoi? C'est une excellente question et nous allons tout de suite y répondre.
La monarchie absolue est un système politique, c'est-à-dire une manière de gouverner un pays, en l'occurrence la France. Dans une monarchie, celui qui gouverne est appelé monarque, qui vient du grec monos, seul, et archos, dirigeant. La monarchie est donc un système politique où une seule personne commande. Bien souvent, cette personne est un roi. Dans la monarchie absolue, le roi concentre les 3 pouvoirs principaux. Le pouvoir de créer des lois, appelé pouvoir législatif, le pouvoir de juger, appelé pouvoir judiciaire, et le pouvoir d'appliquer les lois, appelé pouvoir exécutif. Les rois Louis XIII et Louis XIV travaillent à la centralisation de ces pouvoirs, c'est-à-dire à centrer toujours plus ces pouvoirs sur leur personne. Qui plus est, en France, la monarchie absolue est appelée de droit divin, c'est-à-dire que le roi se considère comme le lieutenant de Dieu sur la terre. Son pouvoir est donc total et incontestable. Louis XIV est l'exemple même du monarque absolu. Après la mort de Mazarin, il se passe même de Premier ministre et entend gouverner seul. Il dira même « l'État, c'est moi ». Louis XIV souhaite que tout tourne autour de sa personne, comme les planètes autour du Soleil. Voilà pourquoi on l'appelle le roi Soleil. Il continue d'ailleurs le travail de Richelieu en affaiblissant les grands nobles de France. En effet, traumatisé par la Fronde, une révolte contre le pouvoir du roi alors qu'il était encore enfant, il n'aura de cesse que d'abaisser les grands nobles au profit de bourgeois qu'il anoblit lui-même et qui deviennent donc ses fidèles vassaux. Vassaux, vocabulaire séquence 1, n'est-ce pas ? De même, par l'édit de Fontainebleau, il interdit aux chrétiens protestants d'exercer leur religion en France, alors que son grand-père, le roi Henri IV, les avait autorisés avec l'édit de Nantes. Mais, pour Louis XIV, l'État n'a qu'un seul monarque et ne doit donc avoir qu'une seule religion. Mais Louis XIV, comme Louis XIII et derrière eux Richelieu et Mazarin, savent que pour régner et être le plus fort, il ne suffit pas d'influencer la politique. Il faut aussi être présent dans tous les domaines, y compris les arts. Ils vont donc avoir à cœur de réglementer la production artistique du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est donc marqué par 2 courants littéraires, le baroque et le classicisme. Pour rappel, un courant littéraire, c'est une mode, mais en littérature. La plupart des courants littéraires oscillent entre la raison, c'est-à-dire le respect de règles établies, et la passion, c'est-à-dire de laisser libre cours à ses émotions, même les plus extrêmes. Le premier de ces courants, le baroque, souhaite surprendre et charmer les lecteurs ou spectateurs et se tourne plutôt vers la passion. Au contraire, le courant littéraire dominant, le classicisme, va plutôt s'intéresser à la raison et va codifier l'art avec des règles précises, souvent tirées de modèles latins ou grecs. Tiens, reprendre des trucs de l'Antiquité, ça me rappelle quelque chose, ça. Les rois et les cardinaux comprennent vite l'intérêt du classicisme et vont eux aussi participer à codifier les arts. Ainsi, sous le règne de Louis XIII, Richelieu crée-t-il l'Académie française qui va imposer des règles sur l'écriture, tant sur le style que sur l'orthographe. Donc, si j'ai bien compris, c'est à cause de Richelieu qu'on fait des fautes d'orthographe. Non, c'est à cause de Richelieu qu'on peut faire des fautes d'orthographe, parce qu'avant, l'orthographe, ça n'existait pas. Eh ben, il aurait mieux fait de rester couché ce jour-là. Peut-être cette idée agace-t-elle encore certains écoliers, comme celle de Charlemagne ayant inventé l'école, mais cela va permettre à la langue française de devenir une langue précise, rationnelle, et une langue qui va même devenir la langue de la diplomatie et de la philosophie. Avoir une langue codifiée permet de la maîtriser facilement. Or, maîtriser sa langue, c'est aussi maîtriser sa pensée, comme le résume Nicolas Boileau, auteur du XVIIe siècle dans son art poétique. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le domaine des lettres que le classicisme va imposer sa marque. En 1648 est fondée l'Académie royale de peinture et de sculpture sous l'initiative du peintre Charles Lebrun. En 1661, Louis XIV, qui adorait danser, fonde lui-même l'Académie royale de danse. Enfin, en 1669, il crée également l'Académie d'opéra, qui deviendra plus tard, sous la houlette de Jean-Baptiste Lully, l'Académie royale de musique. Le roi Louis XIV marque donc son influence dans tous les arts à travers tout le XVIIe siècle. Sous son règne et celui de son père s'épanouiront d'ailleurs de nombreux auteurs célèbres encore aujourd'hui. Ainsi, en 1636, Pierre Corneille fait-il jouer une tragicomédie qui obtient un succès retentissant, le Cid. Et croyez-moi, l'année prochaine, vous entendrez parler du Cid. En 1668, Jean de La Fontaine s'inspire des fables d'Ésope et de Phèdre, mais en y ajoutant à la manière de Marie de France son surplus de science pour écrire ses propres fables, critiquant bien souvent la vie à la cour de Louis XIV. Mais c'est le dernier quart du XVIIe siècle qui regorge de chefs-d'œuvre.
C'est durant cette période que Madame de Sévigné écrit aussi plus d'1 millier de lettres à sa fille et ses amis, décrivant dans un style merveilleux toute la vie à la cour de Versailles. Puis en 1674, Nicolas Boileau écrit son Art poétique, œuvre qui aura une grande importance car elle décrit, en alexandrin avec césure à l'hémistiche s'il vous plaît, toutes les règles du classicisme. 2 ans plus tard, en 1677, Jean Racine triomphe en écrivant sa plus célèbre tragédie, Phèdre. Et croyez-moi, si vous m'avez l'année prochaine, vous n'avez pas fini non plus d'entendre parler de Phèdre. En 1678, Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, marquise de Lafayette, marche dans les pas de Chrétien de Troyes en révolutionnant le roman français grâce à son œuvre La Princesse de Clèves. C'est le premier roman à réellement s'intéresser à la psychologie des personnages et le destin de son héroïne, Madame de Clèves, émeut tous les lecteurs de l'époque et encore aujourd'hui. D'ailleurs, si l'année prochaine... Oui bon, je crois qu'on a compris, hein, tu adores la littérature du XVIIe siècle. Oui mais quand même, hein, lisez La Princesse de Clèves, c'est beaucoup trop bien. Bref, le XVIIe siècle, c'est le siècle du classicisme dominé par la figure de Louis XIV. D'ailleurs, d'autres auteurs comme Bossuet, La Bruyère, Descartes, Pascal, Honoré d'Urfé ou Madeleine de Sudery viendront compléter cette grande galerie d'auteurs déjà bien fournie. Ouais mais t'en manques un, non? Oui, je sais, mais c'est justement le thème de cette vidéo. Le grand absent de notre partie précédente, c'était évidemment Molière. Pourtant, avec Corneille et Racine, c'est l'un des plus grands dramaturges du XVIIe siècle. Un quoi? Un dramaturge. Bon, d'accord. Le mot dramaturge est lui-même issu du grec dramaturgos, composé des mots drama, action, et ergo, faire ou travailler. Littéralement, un dramaturge est celui qui travaille sur de l'action, en l'occurrence l'action théâtrale. Un dramaturge, c'est un écrivain spécialisé dans les pièces de théâtre, comme l'était Molière. Bref, Molière est un dramaturge du XVIIe siècle dont les comédies, dès le règne de Louis XIV, ont rencontré un vif succès. Aujourd'hui encore, ce succès ne se dément pas. D'ailleurs, on parle souvent du français comme étant la langue de Molière. Molière naît le 15 janvier 1622 à Paris sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin. Son père Jean est un riche marchand de pareil ayant acquis la charge de tapissier ordinaire de la maison du roi. Cela signifiait que durant un trimestre par an, le titulaire de la charge devait assister au lever du roi de France dans son palais de Versailles. Molière fait donc partie d'une classe sociale plutôt aisée. Malgré cette situation, on sait peu de choses de son enfance et de son éducation. En revanche, une date marque le début de sa carrière de comédien. Le 30 juin 1643, Molière s'associe avec 9 amis, dont Madeleine Béjart, pour fonder la troupe de l'Illustre Théâtre, 3e troupe de comédiens à Paris. C'est le début pour lui de sa carrière dans le théâtre. Car Molière n'est pas seulement dramaturge, il est aussi metteur en scène et comédien. Il gère sa troupe et il la dirige. Cependant, les débuts de la troupe de Molière sont difficiles et c'est pourquoi la troupe doit quitter Paris pour aller jouer dans le reste de la France. Durant 13 années, Molière et ses amis sillonnent les routes pour jouer à travers tout le pays, cherchant un riche protecteur pour leur permettre d'exercer leur art de manière sereine. En effet, la vie de comédien n'est pas de tout repos. Bien souvent, les acteurs vivent avec peu de moyens. De plus, le théâtre est un art très mal vu par l'Église, qui a énormément d'influence à cette époque. Petit à petit, la troupe de Molière gagne en popularité. C'est à cette époque que Molière écrit ses premières comédies, alors qu'habituellement, il préférait jouer des tragédies. Mais le succès grandissant, la troupe décide de retourner s'installer à Paris. Enfin, les choses s'améliorent pour la troupe de Molière. En effet, le frère du roi de France, Philippe d'Orléans, dit Monsieur, décide d'accorder sa protection aux comédiens qui portent désormais le nom de troupe de Monsieur. Philippe d'Orléans leur prête alors la salle de théâtre du Petit Bourbon, qu'il partage avec des comédiens italiens. Ces comédiens italiens auront une grande influence sur le théâtre de Molière. C'est le sujet de ta prochaine vidéo! Ah oui, c'est vrai! Bon, passons à la suite. Le 24 octobre 1658 est aussi une date importante dans l'histoire de Molière. C'est la première fois qu'il joue devant le roi de France. Une tragédie de Corneille, puis une comédie qu'il a lui-même écrite, Le Docteur amoureux. Le succès continue. L'année suivante, Molière écrit le premier de ses plus grands succès, Les Précieuses Ridicules, où il se moque des jeunes femmes de la bourgeoisie voulant imiter les grandes dames de la noblesse du courant artistique de la préciosité, mais sans en avoir le talent. C'est un énorme succès. Tout Paris accourt pour aller voir cette comédie de Molière. Pourtant, ce qui va consacrer Molière comme grand auteur, ce sont les polémiques qui vont être déclenchées à la suite de certaines de ses pièces. Molière, dans ses comédies, a l'habitude de critiquer la société dans laquelle il vit.
Ce n'est pas vraiment étonnant que certains n'apprécient pas ces comédies, se sentant visés. Ainsi, à la fin de l'année 1662, dans l'École des femmes, Molière critique la manière dont les mariages sont arrangés à cette époque. Certains auteurs trouvent son message immoral. Mais l'année suivante, le roi Louis XIV accorde une gratification, c'est-à-dire un salaire, à la troupe de Molière. Le roi montre donc son soutien aux comédiens. Il en sera de même en 1665 lorsque Molière représente Don Juan ou les Festins de Pierre, montrant la vie d'un libertin. La pièce est interrompue et de violentes critiques sont formulées à son encontre. Mais, encore une fois, le roi protège la troupe de Molière. Mais c'est en 1664 qu'intervient la polémique la plus connue, la querelle du Tartuffe. En effet, le 12 mai 1664, Molière représente une nouvelle pièce de théâtre intitulée Tartuffe ou l'imposteur, où il critique les faux dévots, c'est-à-dire les personnes qui font semblant d'être très religieuses, mais qui en réalité ont une vie dissolue. Bien sûr, les dévots se sentent alors attaqués, et Louis XIV se laisse convaincre d'interdire les représentations publiques de la pièce. Certains prêtres attaquent Molière dans des écrits, et Molière leur répond dans une lettre qu'il adresse au roi. Il réécrit sa pièce, la rejoue, mais elle est à nouveau interdite, et l'archevêque de Paris menace même ceux qui assistent à une représentation d'excommunication. Molière réécrit une nouvelle fois sa pièce, qui peut enfin être représentée dans sa version définitive le 5 février 1669. C'est un triomphe, et Molière a gagné. Entre-temps, en 1668, Molière fait jouer une comédie qui n'aura pas le succès escompté de la part du public, mais qui pourtant connaîtra une grande postérité. Cette comédie, c'est l'Avare. Malgré les critiques, Molière est sous la protection totale du roi Louis XIV. Il triomphe à la cour de Versailles et se met même à collaborer avec Lully, musicien du roi, pour créer des comédies-ballets, spectacles où se mêlent théâtre, danse, musique et chant. Le bourgeois gentilhomme est sûrement l'exemple le plus connu. Il est représenté à l'occasion de la visite de l'ambassadeur ottoman, Soliman Aga. Les triomphes se succèdent jusqu'à la fin de la vie de Molière, Monsieur de Pourceaugnac, les femmes savantes et bien sûr le malade imaginaire, qui est resté célèbre autant pour le comique de son histoire que pour son rapport avec la mort de Molière. En effet, le 17 février 1673, Molière monte sur scène pour jouer le rôle principal du malade imaginaire. Mais, fatigué par une fluxion de poitrine, il peine à terminer la représentation et se montre mal en point sur scène et meurt quelques heures plus tard. De cet épisode, la postérité gardera l'image du poète dramatique, comédien et metteur en scène qui avait consacré toute sa vie au théâtre, au point de mourir quasiment sur scène. Molière est d'ailleurs enterré de nuit, sans aucune liturgie, car à l'époque, l'Église désapprouve fortement le métier de comédien. Molière est regretté par nombre de ses confrères écrivains, à commencer par son ami Jean de La Fontaine, qui lui écrit un épitaphe pour commémorer son décès. Peu après le décès de Molière, sa troupe fusionnera avec une autre troupe connue à cette époque, la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, pour former celle de la Comédie Française, qui existe toujours aujourd'hui et dont Molière est l'auteur de prédilection. De ses 20 ans jusqu'au jour de sa mort, Molière aura exercé le métier de comédien. Aujourd'hui encore, son théâtre reste célèbre à travers le monde et est constamment rattaché à la cour et à l'époque de Louis XIV, son protecteur et le parrain de son fils. En effet, Molière aura toujours comme sujet de prédilection la satire des courtisans et des métiers que l'on peut trouver à cette époque. Les bourgeois tentant de se faire anoblir, les médecins incompétents, les gentilshommes avares, les dévots, les pédants, les courtisans astucieux, les mariages arrangés entre vieil homme et jeune fille. La vie du XVIIe siècle lui fournit la matière pour le contenu de ses pièces. C'est l'heure du test. Voici 5 questions qui vous permettront de vérifier que vous avez bien compris cette vidéo. N'hésitez pas à mettre pause à la fin de chaque question pour avoir le temps d'y répondre. Comme d'habitude, vous trouverez le corrigé de ce test en description. Question numéro 1. 2 rois et 2 cardinaux ont marqué le XVIe siècle. Lesquels? Question numéro 2. Quels sont les 2 courants littéraires qui ont marqué le XVIIe siècle et lequel des deux se basait sur la raison? Question numéro 3. Qu'est-ce qu'un dramaturge? Question numéro 4. Avec quel musicien Molière a-t-il écrit plusieurs comédies-ballets? Question numéro 5. Quelles pièces de théâtre de Molière ont fait scandale? Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vous rappelle qu'elle vous permet de remplir dans votre livret de séquences les séances 1 et 2. On se retrouve très vite pour une deuxième vidéo. Je vous rappelle également que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser par l'UMT. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis
Bon travail!